humain et pour dire que le football, on a toujours l'impression de le circonscrire autour de quelques matchs, surtout ceux joués à Casablanca. Le football, c'est au-delà de ça. Parce que les matchs restent un jeu. Et le jeu, vous connaissez le degré et la dose du hasard dans le jeu. Donc c'est pas à cause d'un penalty raté par Ziyech lors d'une Coupe d'Afrique. On ne va pas s'intéresser à Ziyech en tant qu'être humain. Et quand je parle de Ziyech, c'est toute une génération de footballeurs. Donc félicitations pour le choix de la thématique. Félicitations à vos encadrants, présidents de l'université. Dans le cadre de l'ouverture de l'université sur son environnement, je me permets quand même de partager avec vous une expérience modeste. Parce qu'on ne trouve pas de cause, le football plus particulièrement, c'est un domaine qui se traite à l'expertise générale. Et je dirais même qu'il y a de l'overdose dans l'expertise. Le long de la journée que vous avez écouté partout. Je le répète, quand les gens à travers l'histoire l'ont créé, c'était effectivement pour développer le jeu, mais aussi pour porter des valeurs. Le football est un domaine qui doit permettre l'inclusion sociale, qui doit contribuer à l'inclusion sociale. C'est véritablement capital. Le football, c'est un domaine porteur de valeurs. C'est pratiquement l'un des rares, sinon le seul, qui vous apprend tout d'abord à respecter une réglementation, à jouer en équipe et donc à travailler, à développer l'esprit d'équipe, mais le plus important, à accepter la défaite. Mieux encore, à aller féliciter celui qui vous a gagné. Ce sont des valeurs qui paraissent sur une pelouse, donc non, importantes, parce que c'est toujours le score réalisé par le WAC et le Raja qui prime, mais dans la réalité des choses, ce sont les véritables et les plus importantes valeurs. Parce que c'est un domaine qui est très médiatisé. Et donc, il y a des matchs, vous connaissez les statistiques, vous connaissez la réalité. Il y a aujourd'hui des matchs qui sont suivis par des milliards de téléspectateurs. Deuxièmement, parce que ces joueurs qui évoluent sur la pelouse, ce sont des acteurs d'un match, mais au-delà, ce sont des idoles par rapport à des millions de jeunes du football de masse qui se joue en millions tous les jours, dans tous les espaces possibles, et d'ailleurs qui deviennent de plus en plus rares. Donc, et pour enchaîner avec la problématique posée, le footballeur, on ne peut pas le raisonner en tant qu'îlot en dehors de société. Et la problématique que vous posez d'ailleurs, qui est la retraite, d'une manière générale, avec tous ces aspects. En tout cas, c'est la problématique aujourd'hui d'actualité et qui pèse, et pèsera lourd. Je ne parle pas de la retraite des sportifs et des footballeurs. La retraite, d'une manière générale, c'est une véritable problème. Le Maroc ne fait pas l'exception. Vous connaissez, là j'utilise notre casquette. Aujourd'hui, l'enjeu de la retraite, sa pérennité, son équilibre financier, est une véritable. Et vous avez tous suivi les tentatives à travers la réforme
paramétrique qui assure, malgré son importance, une viabilité pour quelques années. Donc la problématique de la retraite, et d'ailleurs on n'est pas les seuls, on fait attention, notre référence, qui a en tout état de cause servi pour ça pendant longtemps, qui est la référence francophone française, connaît le même. Et je pense que ce continuer avec la même philosophie, parce que c'est la période où toutes les contradictions et les inconnues de l'équation se réunissent. Un, à la retraite, donc il y a une rupture entre une vie active et une vie supposée être passive. Deux, c'est là où la fragilité, et vous l'avez démontré à travers votre mobilisation, c'est là où la fragilité physique est conjuguée à la fragilité mentale. Et où l'accompagnement et le but distinctement deviennent omniprésents et deviennent une exigence de vie. Et trois, et c'est là où la nostalgie et les capacités nostalgiques par rapport à un passé glorieux aux yeux de tout un chacun. Et je parle maintenant de la retraite d'une manière générale. Je reviendrai au football. Et donc, c'est une période assez spécifique qu'il faut traiter d'une manière spécifique. Et de là, je pense et je pose un problème général qui doit être posé, qui doit être discuté par les scientifiques et les universitaires. La reconception de notre système de retraite, d'une manière globale, est nécessaire et il est indispensable. En tout état de cause, les logiques de continuité et de sous-plâtrage à la veille d'une crise ou d'une panne ou d'un arrêt ont démontré, et je le dirais et je l'assume, leur échec total. On met 5 ans autour d'une réforme qui permettra la viabilité de ce système. C'est un phénomène multidimensionnel. Et je pense que dans l'avenir proche, les tentatives ont déjà commencé. La révision de la retraite, pas dans son aspect financier seul, sera la problématique de la décennie future, puisque tous les systèmes aujourd'hui sont à leur limite, où personne n'est satisfait de retraiter la caisse qui gère sa retraite et l'environnement et l'entourage. Maintenant, si on admet ce concept, si on admet ce constat, et si on admet que le footballeur ou le sportif d'une manière générale est une composante de la société. La société, une société développée, c'est inversement ou corrélé, comme vous avez démontré toutes les corrélations, la planification à terme, ou la longévité, ou ce qu'on appelle dans le jargon financier la maturité de la stratégie, il est donc corrélé au développement. Une société développée, c'est une société qui anticipe les décès qui résonnent dans 50 ans, puisqu'il sera. Et plus on est loin de ce centre de développement, plus on est dans ce qu'on appelle le quotidien ou l'opérationnel. Et plus on est dans l'opérationnel, on s'écarte du stratégique et on se met dans ce qu'on appelle la réaction. Et ce raisonnement, il est valable
pour tous les domaines. Et pour ne déranger personne, je parlerai de mon domaine professionnel. Quand on est solide et développé et visionnaire, on raisonne notre politique budgétaire sur des décennies, qu'est-ce qui va se passer dans 20, 30, 40 ans. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Et plus on s'écarte de ce niveau de développement, on est dans la gestion des dossiers au quotidien, des urgences qui apparaissent toutes les heures, sinon toutes les minutes. Et entre les deux raisonnements, vous allez situer le stratégique et l'opérationnel et la réactivité. C'est-à-dire, on se transforme, plus on s'écarte, plus les pays, plus les nations, plus les sociétés sont sous-développées. On est dans pratiquement la gestion, donc, comme j'ai dit, des faits et du fait accompli. Maintenant, nos footballeurs appartenant à cette société qui a son niveau de développement, on ne peut pas les raisonner en dehors de ça. Pour dire que, effectivement, la gestion de l'après-carrière, c'est une gestion quand même planifiée et qui interpelle le stratégique. Et dans ce monde de footballeurs, vous avez fait un effort exceptionnel pour mobiliser, oui, mais tellement les spécificités diffèrent d'une catégorie à l'autre. Un joueur qui a fait une carrière au niveau des amateurs, on ne pourra jamais le raisonner comme un joueur qui a fait le haut niveau. Et le milieu socio-professionnel est déterminant dans le cas. Ça nous donne une multitude de cas, presque égale au nombre de joueuses ou de joueurs pour les prendre dans votre initiative. Mais d'une manière, et à partir du vécu. C'est ça l'intérêt, effectivement, de s'ouvrir sur le monde professionnel et de raisonner en partenariat censé d'aujourd'hui. Ils seront en retraite ou dans la retraite dans 10 ans. Quel est le premier problème ou quels sont les problèmes à traiter en priorité? Le premier, à mon sens, c'est que la totalité de nos joueurs estiment que l'après-carrière doit être la continuité de la carrière. C'est le point, à mon sens, le plus important qu'il faut traiter. Aujourd'hui, un joueur, je pourrais prendre les extrêmes. Un joueur qui joue dans un club amateur. Il dispose d'une situation sociale distinguée. Il dispose d'une notoriété distinguée et du coup d'un statut social distingué. Après la carrière, il veut, dans sa tête, il doit garder le même statut, en contrepartie du service rendu. Deuxièmement, de l'autre extrême, vous prenez un Hakimi qui joue à 10 ou 15 millions d'euros. Donc pour lui, il est dans la sphère des stars. À la fin de sa carrière, je lui souhaite la plus longue possible, en tout cas il est encore jeune, et il estimerait qu'il doit continuer dans la même carrière et dans le même style. Et ce constat, il est général au niveau du football professionnel mondial.
j'ai eu l'occasion de croiser pas mal. Donc, sont rares ceux qui admettent que dans la vie, il y a une carrière professionnelle active, mais il y a une carrière à concevoir après l'activité. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux logiques différentes, ce sont deux mondes différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc cette séparation, l'ancrée dans les esprits des uns et des autres, est une véritable contrainte aujourd'hui pour l'inclusion, pour l'ancrage, pour la conception de cette carrière. Et ça, moi je le vis tous les jours, avec des joueurs qu'on essaie avec tous les moyens de concevoir leur carrière après profession, mais leur référence malheureusement, parce qu'ils doivent changer de référence. Quand ils terminent la carrière professionnelle, dans le monde d'entraînement par exemple, il est zéro. Il doit savoir qu'il doit commencer par le PABA. Et donc lui, dans sa tête, il n'admettrait jamais commencer par ce niveau. Et à chaque fois, il fait appel à sa nostalgie de grand joueur qui est légitime, à sa notoriété parce qu'il est applaudi là où il passe, même quand il n'est pas joueur, et qu'il veut faire prévaloir sur un banc de touche. Malheureusement, la réalité finit toujours par rattraper ces folies de grandeur et montrer les limites des uns. Donc pour moi, c'est le point le plus important. Et il interpelle une dimension culturelle qu'il faut régler. Pour dire, tout d'abord, on est dans deux choses différentes. Le deuxième constat ou le deuxième problème, c'est, à mon sens, par degré d'importance, c'est l'accompagnement pendant la carrière active. Donc, des extrêmes. Donc, vous aurez toujours le joueur qui joue dans un club amateur. Il a un entourage auquel il fait confiance, avec lequel il partage ses intimités, ses intentions, comme tous les êtres humains. Vers l'autre extrême, où les joueurs professionnels sont accompagnés par des managers, par ce qu'on appelle les managers. Et tant qu'on n'a pas réglé ces deux facteurs influents, importants, les choses ne vont pas évoluer par exemple. On ne peut pas raisonner une carrière après profession, après activité. Le jour où on ne va pas, on serait dans la rupture pour une raison. Pas possible. Voilà. Une carrière, comme toutes les carrières, il se raisonne d'une manière anticipée quand on a la possibilité et physique et financière, etc., de faire quelque chose dans la vie. Et malheureusement, ces deux maillons, et surtout celui qui intéresse le football professionnel aujourd'hui, il est défaillant. Sinon, il est destructeur. Parce que ce qui intéresse tous les gens, toutes les personnes, tout le monde, y compris les managers, y compris ceux renommés à l'échelle mondiale, c'est pas la vie de l'être humain. C'est son rendement, c'est la valeur de son contrat de signature, et c'est surtout la commission qu'il percevra à la fin du cycle ou à la fin de quand il aura donc le troisième élément, le troisième problème qu'il faut régler. Donc le règlement déjà du deuxième étage, il y a un aspect institutionnel sur lequel il y a des évolutions, mais ça reste minime. Il faut le régler surtout via
il y a l'amélioration des capacités intrinsèques du joueur. Le troisième, et qui est fondamental, c'est que les cycles de pratique, on passe d'une vie active qui admet 400 000 pratiquants